La tête dans les nuances vous propose sa série Tête à tête. Mon nom est Robert Aubin. À chaque rencontre, je tente de découvrir un peu plus la personnalité, l'expertise et le terrain de jeu des invités que j'accueille. Aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans l'univers de Mme Esther Lapointe, directrice générale du groupe Femmes, Politique et Démocratie. Bienvenue à cette rencontre. Ici Robert Aubin qui vous souhaite la bienvenue à cet autre tête-à-tête qui vous est offert par La tête dans les nuances. Et aujourd'hui, je vous propose de m'accompagner pour découvrir l'univers de Mme Esther Lapointe. Madame Lapointe, bonjour. Bonjour, M. Merci Aubin. d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci de m'avoir invité. Je suis ravie d'être avec vous. Alors, bienvenue dans le salon. On va faire un petit tour de votre vie. Question de pouvoir profiter des expériences qui sont les vôtres et voir lesquelles on pourrait mettre dans notre propre bagage. Je commence tout de suite en me disant les chemins qui ont façonné votre vie professionnelle sont pour le moins éclectiques. On est habitué au modèle standard traditionnel où on fait des études universitaires, puis le profil universitaire mène à tel type d'emploi qu'on réussit ou qu'on ne réussit pas. Vous, par exemple, dans le domaine politique, vous y êtes arrivé en passant de militante engagée jusqu'à attachée de presse, adjointe en circonscription, donc de la militance à un rôle professionnel. Et pourtant, la politique, vous n'avez pas fait sciences politiques. Alors, vous avez donc pris un autre chemin. Je me demandais comment vous êtes passé de la biochimie aux communications, parce que ça non plus, ça ne semble pas un mix naturel. Bien, je pense que ce qui me décrit le mieux, c'est que je suis une généraliste. Je m'intéresse à plein de choses dans ma vie. Et un des problèmes que j'ai eu, justement, à l'âge de 17 ans, quand j'ai eu à faire un choix pour l'université, c'est que pratiquement tout m'intéressait. L'histoire, la géographie, la philosophie de l'art, les langues, les sciences, biologie, biochimie, la médecine, je ne savais plus quoi choisir. Et puis, j'ai fini par choisir la biochimie, mais ça a été de courte durée parce que quand je suis rentrée à l'université, curieusement, moi, j'avais fait toutes mes études dans un collège de filles, un collège privé de filles. Et là, ça a été comme une grande respiration. Fait que j'allais à mes cours, puis en dehors de mes cours, j'étais au café en train de refaire le monde. C'est pas fameux quand on fait des études en biochimie. Ça donne pas des très bons résultats. Et je l'avoue, je me suis fait flanquer à la porte de la faculté des sciences. Mais par contre, ça éclaire déjà. Ben, en disant, oui. Le chemin ne sera pas celui-là et mes centres d'intérêt sont trop diversifiés pour que je puisse me concentrer sur un. J'ai tenté de retourner, mais là, la vie me présentait toutes sortes de contraintes autres qui m'ont fait dévier malgré tous mes efforts pour retourner à l'université. Mais entre-temps, justement, j'ai eu à me débrouiller dans toutes sortes de domaines. Fait que on dit 1000 métiers, 1000 misères, mais à travers ça, on apprend aussi beaucoup. Ce que j'ai fait en communication, je l'ai appris en le faisant, un peu comme en politique. Tout à l'heure, dans l'émission, vous parliez des hommes et des femmes qui se présentent en politique. Vous disiez, il n'y a pas d'école pour la politique, pour faire de la politique. Puis vous avez bien raison, à moins de vouloir faire une carrière diplomatique, ce qui est différent de quand on se fait élire. Et ce qui ne nécessite pas d'être élu. Non, c'est ça, exactement. C'est complètement autre chose. Fait que finalement, moi, ce que j'ai appris dans ma vie, c'est en le faisant. Je ne le conseille pas, nécessairement. Je ne l'ai pas conseillé à mes enfants, ni maintenant à mes petits-enfants, mais dans ma vie, c'est ma réalité. Mais il y avait une forme aussi de goût pour l'entrepreneuriat en fondant votre propre boîte de communication, ou bien c'est l'outil qu'il vous fallait pour aller plus loin? Bien, en fait, oui, c'était ça. C'était plus ça parce que, en fait, vous savez, moi, un jour, je me suis acheté un aquarium et j'ai acheté l'encyclopédie de l'aquarium. Vous voyez le genre un peu, je suis comme ça. Quand je vous dis que je m'intéresse à beaucoup de choses, bien, en fait, c'est ça. Je m'intéresse au paysagisme. Bien, j'ai une encyclopédie sur ça aussi que j'ai lue, que je lis. Je passe à travers ça, fait que je m'intéresse à beaucoup de choses dans la vie. Je suis la politique depuis mon jeune âge. Je pense qu'il y a quelque chose qui a été déterminant dans ça, c'est que dans mon quartier, quand j'étais jeune, il y avait un organisateur du Parti Union nationale. Puis quand il y avait des élections,
ils nous sollicitaient, nous les enfants. Je me rappelle, j'avais 11 ans, avec mes copains et mes copines, là. Ils nous avaient fait plier des dépliants, mettre dans des enveloppes, adresser, toutes sortes de choses comme ça. Après ça, à l'âge de 15 ans, là, ils m'avaient demandé pour participer comme hôtesse. Il y avait un congrès de l'Union nationale. À ce moment-là, les partis puis les programmes des partis, je ne savais pas trop, mais il y avait comme... je sentais que c'était intéressant et que c'était important parce que quand il y avait des élections, à cette époque-là aussi, les gens s'affichaient, hein, affichaient leurs couleurs partout. Et j'aimais cette espèce de fébrilité-là qu'il y avait. Puis du dépliant au rôle d'hôtesse et à d'autres rôles qui sont venus par la suite, il y a toujours quelque chose de concret, là. Oui. La politique ne devient pas une science qu'on étudie, c'est quelque chose où on voit l'ABC de la carrière, là. Tout à fait. Puis en plus, avec tout ce qui se passait, là, moi, je quand même les années 68, là, les années 60 avec 68, toute l'effervescence politique qu'il y a eu à cette époque-là, partout dans le monde, que je suivais, entre autres à la télévision et tout, vraiment, ça m'a donné une piqûre pour la politique. Puis j'ai découvert, en fait, les communications, je m'y suis retrouvée encore bénévolement, en faisant du bénévolat. Pourquoi? Parce que j'aimais beaucoup... mes enfants ont fréquenté l'École des petits chanteurs de la maîtrise de Québec, puis les parents, on était bénévoles dans toutes sortes d'affaires. Il fallait faire la promotion, la publicité, tout ça. Fait que j'ai dit, bon, c'est correct, moi, je vais m'en occuper. Puis j'ai appris à travers ça. Puis avec ce que j'avais appris, bien, par la suite, j'avais un ami qui était en politique et qui, à un moment donné, manquait de personnel. Bien, j'ai offert mes services, puis ça devait être pour 3 mois. Puis finalement, j'ai travaillé 4 ans avec lui. Et toutes sortes comment je dirais, non, des fois, parfois, il faut savoir profiter de ce que la vie nous ouvre. Effectivement. Comme avenue. Suivre le chemin au lieu d'essayer d'en tracer un, Bien, puis où il se trace de lui-même. bien, j'ai beaucoup d'admiration pour les personnes qui savent où elles s'en vont. Mais ce n'était pas mon cas parce que j'avais pas d'objectif clair. Puis, comme je vous dis, je m'intéressais à beaucoup, beaucoup de choses. Fait que ça, c'était difficile. Mais malgré ça, la vie nous donne des pistes. Puis, il y a des portes qui se ferment, puis il y en a d'autres qui s'ouvrent. Puis, à un moment donné, on finit par savoir qu'est-ce qu'on aime, puis quel est notre besoin, puis qu'est-ce qui nous correspond aussi le plus précisément. Puis-je vous dire que j'adore vous entendre parce que j'ai l'impression d'être exactement dans la même équipe. J'avais une envie folle devant les gens à qui on demandait, par exemple, qu'aurais-tu fait si tu n'avais pas été comédien? Mais j'avais pas de plan B, j'avais juste un plan A, alors que moi, j'avais l'impression d'avoir juste des plans B. Alors, j'ai l'impression de ne plus être seul au monde. Et là où je voulais vous amener sur une autre question dont j'ai l'impression de connaître la réponse maintenant, mais je vais quand même la certifier. Dans tous ces engagements, soit par le biais des communications ou de votre engagement social à titre de bénévole ou de professionnel, quand on regarde la liste, c'est éminemment diversifié. Alors, on peut parler d'habitation, d'agriculture, d'événementiel, de politique, vous en avez parlé. Vous avez été représentante au comité bioéthique du CHUL, entre autres, puis là, je pourrais en passer tout plein. Oui. Et je me demandais, mais face à cette diversité d'engagement, est-ce que vous avez trouvé un fil conducteur? Et j'ai l'impression que le fil conducteur, je ne vais pas vous mettre les mots dans la bouche, vous répondrez bien, mais j'ai l'impression que c'est la démonstration de la généraliste que vous êtes et que vous souhaitiez être d'une certaine façon. Bien, en fait, j'aurais pu aller en politique. J'aurais aimé ça d'ailleurs, mais ça, la vie m'a vraiment fait dévier, là, parce que, en fait, à travers tout ce que j'ai fait, j'ai cherché à améliorer la société dans laquelle je vis. Et par mon bénévolat, et à travers même ma carrière, quand j'ai travaillé en communication, puis en politique. Pourquoi j'ai mis autant de temps en politique bénévolement? En fait, c'est parce que, justement, j'avais l'impression de pouvoir contribuer, d'une part, au programme des partis, puis suggérer des améliorations. Et c'est vraiment ça. Puis je suis encore comme ça. C'est pour ça que je continue à travailler. J'ai dépassé l'âge de la retraite depuis plusieurs années, puis je continue parce que je travaille pour une cause. Est-ce que dans le fait de s'investir autant auprès d'autant d'organisations, il n'y a pas le fait aussi qu'on arrive toujours pour donner auprès d'un organisme avec lequel on partage des valeurs, puis
Quand le mandat se termine, on a toujours l'impression, finalement, d'avoir reçu peut-être un peu plus que ce que l'on a apporté. Est-ce que vous Mais vivez ça aussi? tout à fait. Puis d'ailleurs, vous savez, moi, je suis une fidèle. Quand je rentre à quelque part, je suis investie pour plusieurs années. Quand j'étais à mon compte, là, j'ai été plus touche à tout, foresterie, agriculture, habitation, culture, parce que mon travail en communication me permettait de toucher à tous ces domaines-là, ce que j'ai adoré. Mais je vais prendre un exemple, le comité de bioéthique du CHUL, j'ai été là pendant 12 ans. Au comité d'éthique de la recherche, j'ai été là pendant 10 ans. Et ce qui a fait que j'ai quitté, c'est que j'ai changé de ville. Je suis allée vivre à Montréal pendant 8 ans. Et c'est aussi la raison pour laquelle je n'ai pas pu me présenter en politique. Parce que moi, ça faisait des années que je militais dans une circonscription dans la région de Québec. Et j'avais commencé à y penser, justement, à me dire, bon, ben quand mon député ou ma députée se retirera, ben moi, je pourrais me présenter. Mais la vie a fait que j'ai été obligée de déménager à Montréal pour le travail, suivre mon conjoint et tout. Puis, ben recommencer à zéro dans une nouvelle circonscription. En plus, dans une période où j'ai eu à voyager Montréal-Québec à toutes les si semaines. je comprends bien, c'était difficile. L'essentiel, c'était pas nécessairement de faire de la politique, mais de représenter les gens que vous connaissiez dans une circonscription qui était la vôtre. Vous n'auriez pas pu être une candidate parachutée dans une autre circonscription? Non, pas du tout, parce que je ne crois pas à ça. Puis ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des différentes façons d'améliorer les choses. Puis je me suis posé la question, est-ce que justement, au groupe Femmes politiques et démocratie, j'ai les outils qui me permettent justement de faire changer les choses? Et je crois que oui. Je crois que oui. Justement, parlant de cette fidélité à vos engagements que vous décriviez, vous arrivez au groupe Femmes politiques et démocratie en 2001 et vous en dirigez les destinées depuis 2008. On est en 2025, bientôt 2026. Ça dit bien la fidélité à vos engagements. C'est quoi? Oui. Alors, une question double à ce sujet-là. Comment et pourquoi cette association a-t-elle vu le jour? Vous y arrivez en 2021. Est-ce que ça existait avant ou vous êtes de la naissance? Et quels sont les progrès marquants réalisés dans presque ces 25 ans d'existence, ou en tout cas où vous avez été partie prenante à cette organisation? Bien, en fait, le groupe, comme j'ai commencé à en parler tout à l'heure, a été fondé par Hélène Aymon, avec 4 autres femmes et un homme, Michel Umbriaco, qui était à la TELUC à l'époque. Et la décision de créer cette organisation-là, c'est qu'au sortir d'une entrevue à laquelle Hélène a assisté entre Diane Lemieux, qui était à ce moment-là présidente du Conseil du statut de la femme, et Lucien Bouchard, qui était premier ministre du Québec, Mme Lemieux demandait à M. Bouchard, bien, d'une certaine façon, il y a très peu de femmes en politique, c'est préoccupant parce qu'on est quand même plus de la moitié de la population. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour nous aider à augmenter la représentation des femmes en politique? Et M. Bouchard avait dit qu'il était d'accord avec l'égalité, le principe de l'égalité, mais qu'il n'était pas pour nous prendre par la main, pour nous aider à arriver à être paritaire. Et ça avait vraiment piqué au vif ma collègue Hélène Aymon. Et à partir de là, elle a créé le groupe. À cette époque-là, moi, j'étais militante au sein de 2 partis politiques et j'étais en lien avec Hélène, justement, parce qu'on organisait toujours des rencontres avec des élus pour convaincre d'autres femmes de se lancer en politique. Et c'est comme ça que j'ai commencé à collaborer avec Hélène au tout début du groupe. Je suis devenue membre du conseil d'administration. J'étais secrétaire du conseil d'administration de 2001 à 2008. Puis, en 2008, Hélène m'avait demandé de prendre la direction du groupe, ce que j'occupe depuis ce temps-là. Juste une question d'éclaircissement. Vous dites que vous étiez militante pour 2 partis politiques. C'était... Le Parti québécois puis le Bloc. OK, donc c'est des partis frères. 2 scènes. Oui, oui, tout à fait. Oui. Parce que je me demandais s'il y avait là déjà le germe qu'on a vu chez plusieurs femmes qui se regroupent pour porter des causes en commun, indépendamment de leur couleur politique. Alors, je me demandais s'il y avait là la naissance de cette façon de faire. Bien, je vous dirais que oui. Parce que, entre autres, quand j'étais au Parti québécois, j'étais responsable du comité d'action politique
des femmes pour la région de la capitale-nationale. Et je me rappelle d'avoir justement rencontré ma vis-à-vis du Parti libéral pour justement essayer de voir s'il y avait des possibilités de collaboration entre nous, justement, pour faire avancer des dossiers, des enjeux qui touchaient plus particulièrement les femmes. Alors, sachant que j'allais avoir le plaisir de vous rencontrer, je suis évidemment allé observer tout ce qui se passe sur ces sites Internet. Et en visitant le site, j'ai trouvé, entre autres, l'organisme Les Ailes du pouvoir, ELLES, dont on a parlé à quelques reprises dans la table ronde. Mais j'aimerais qu'on y aille de plus en plus parce que, bon, j'y ai bien vu les objectifs qui consistent à réunir les femmes élues, ex-élues, candidates potentielles ou intéressées par la politique, à échanger entre elles, est-il écrit sur le site, mais en toute confidentialité. Oui. Je me demandais pourquoi la confidentialité, alors qu'on a tant besoin de modèles et de présence sur la place publique? Pour permettre aux femmes qui vivent des choses difficiles en politique d'avoir un lieu où se confier en toute discrétion et pouvoir recueillir des conseils de collègues qui ne sont pas nécessairement du même parti ou de la même allégeance. En fait, ce club politique féminin-là, c'est un club auquel je pensais depuis plusieurs années parce que, justement, à cause de ce que j'avais pu observer au sein des partis politiques et dans mes tâches d'attachée politique, je m'étais rendu compte à quel point les hommes avaient un bon réseau puis une capacité. Là. Les hommes, ils se serrent les coudes, puis ils sont ensemble, puis ils se consultent, puis ils s'entraident. Puis nous, les femmes, on n'avait pas ça, on n'en a pas de réseau. Puis je trouvais que c'était important. Mais ce réseau-là, il était important aussi qu'il soit non partisan et qu'il puisse regrouper des femmes des 3 niveaux de gouvernement, mais toutes celles qui s'intéressent à la politique. Parce que moi, je n'ai pas fait de politique active comme telle. Je n'ai pas été élue, j'ai jamais été très élue. proche. Très proche, très proche. Puis c'est vrai qu'aussi, j'ai réalisé que les conseillers politiques, là, les conseillers politiques des premiers ministres, ils ont du pouvoir en ici. Les éminences grises, comme on les appelle, là, sont dans l'ombre, mais... Et les adjoints ou adjointes de circonscription que vous avez été, c'est la voix du ou de la députée qui est rarement en circonscription. Ben, en tout cas, oui. Puis, je veux dire, on échange beaucoup aussi, puis on travaille ensemble. Bref, c'est passionnant. Et je me disais, bref, toutes ces femmes-là qui s'intéressent à la politique, bien, justement, ils n'en ont pas de réseau. Fait qu'on a créé ce réseau-là. Puis, il répond à un besoin, vraiment. Bien, ça permet à des femmes qui songent à se présenter en politique aussi à pouvoir s'adresser à des femmes qui sont en politique ou qui ont été en politique pour leur demander des conseils, leur demander comment elles ont vécu ça, puis se préparer. Puis ça donne des bons résultats parce que lors de la dernière élection municipale, on avait une centaine de membres là, en 2021, juste après la pandémie, et il y avait 40 % de nos membres qui se sont portés candidates sur 100. C'est un beau résultat, moi, je trouve. Ça s'est fait rapidement. Et cette année, on en a encore. Là. On a des candidates au palais municipal. On a des candidates même qui songent à se présenter l'année prochaine aux élections générales au Québec. On en a eu aux élections fédérales récentes là, de ce printemps. On a aussi des personnes qui ont travaillé justement, du personnel politique, parce que ça aussi, c'est difficile. Moi, je l'ai été, puis, entre autres, quand j'ai été attachée de presse, j'étais la seule femme dans une équipe masculine. Puis comme Louise Cordeau disait tout à l'heure, là, tu t'habilles pour pas t'habilles discrètement, veston bleu marin, pantalon, tu fais partie de la gang, tu t'organises pour essayer de faire partie de la gang. Puis finalement, de toute façon, j'oserais dire qu'on est quasiment transparent. Bien, vous démontrez bien la pertinence de cette association. Je mettrais peut-être un petit bémol sur le côté de la confrérie des hommes, parce que j'ai l'impression qu'on n'hésite pas à se piler sur les pieds pour monter souvent aussi. Ce qui fait que ce qui est un réseau peut parfois aussi être je dirais pas un réseau qui nuit, mais où chacun porte ses intérêts avant de porter la confrérie. C'est un jugement de valeur qui n'engage que moi. Mais je me disais,
ce réseau, les ailes du pouvoir, on y accède comment? Est-ce qu'il faut pratiquement obligatoirement dire, ben non, moi, je ne suis pas élu ni une ex-élue, mais j'ai le goût de faire, ou bien c'est ouvert aux femmes intéressées par la politique? En fait, c'est ouvert à toutes les femmes qui s'intéressent à la politique, mais on n'a pas voulu que ce soit un club social. Tu ne vas pas là juste pour dire que tu fais partie de ce club-là. OK. Il y a un engagement. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux femmes de remplir un questionnaire, puis on leur demande est-ce qu'elles ont déjà songé à se présenter en politique, si oui, à quel niveau. On demande un peu d'informations comme ça. Et quelles sont leurs motivations à faire partie du club? Qu'est-ce qu'elles viennent chercher dans ce club-là? Parce que, comme je vous dis, c'est pas un club social. Oui, puis ça permet de savoir si on est en mesure de répondre aux attentes aussi, j'imagine. Bien, tout à fait, parce que nous, de toute façon, depuis que le groupe existe, premièrement, quand le premier colloque que le groupe a organisé en 1999, c'était « La politique, pourquoi pas moi? » Et c'était des femmes qui étaient invitées à cette activité-là parce qu'on cherchait à comprendre pourquoi il n'y avait pas plus de femmes en politique. Et ce qui était ressorti, c'était « Oh mon Dieu, est-ce que j'ai les compétences? » Le doute, là, toujours, le doute qui nous anime, là. Et le deuxième élément, c'était j'aurais besoin d'une mentor ou d'un mentor ou de quelqu'un pour me guider un peu dans ça, parce que c'est un monde, la politique. Mhm. Puis comme vous le dites, il n'y a pas d'études qui mènent à ça directement. En sciences politiques, ça ne prépare pas vraiment à faire de la Non. politique. Comme l'expression bien courue pendant la pandémie, c'est un avion qu'on construit en vol, cet apprentissage de la politique. Oui, oui, tout à fait, vraiment. Puis, moi, j'aimerais ça faire une différence, en tout cas, dans mon esprit, il y a une différence entre la politique démocratique, en démocratie, et une carrière diplomatique. Et je m'explique. En diplomatie, construire la confiance, ça prend du temps, ça prend des années. On le sait que c'est établir des liens avec un pays ou avec un réseau, c'est très long et il faut persévérer, il faut persister. Mais quand on parle de gouvernance démocratique, la beauté de la chose, c'est que c'est offert à tous les citoyens et à toutes les citoyennes. Chaque personne peut apporter sa contribution à la société pour un mandat, 2 mandats, peut-être 3 mandats. Mais éventuellement, moi, je pense que c'est une bonne chose de savoir se retirer aussi. Mm-hmm. Puis je salue ce que Valérie Plante fait actuellement. Elle dit, j'ai fait 2 mandats, je considère que j'ai contribué, puis maintenant, je donne la chance à d'autres d'occuper aussi cette fonction importante-là à la mairie de Montréal. J'aimerais entrer dans les officines de votre organisme pour avoir un son de cloche très particulier parce qu'on a parlé, entre autres, lors de notre table ronde, de ce double standard entre les hommes et les femmes qui rend la venue en politique plus difficile pour les femmes. Est-ce que c'est encore plus difficile pour les femmes racisées, même nées au Québec? Ah oui, ça l'est. Puis quand on parle d'intersectionnalité, là, c'est une réalité. Nous, on travaille... Peut-être définir rapidement le terme pour ceux qui l'entendraient pour la première fois sur qu'est-ce que l'intersectionnalité? Bien, en fait, c'est une addition comment je dirais, de caractéristiques qui font en sorte que ça ajoute des obstacles à votre cheminement. Donc, par exemple, vous parlez des femmes racisées, bien, c'est ça. Si vous êtes une femme noire et qu'en plus, mettons, vous êtes handicapée, bien, imaginez, déjà, vous êtes une femme. Ajoutez à ça, mettons, disons que vous êtes une jeune femme ou une femme âgée. Là, il y a l'âge qui s'ajoute comme facteur, la couleur de votre peau et puis le fait que vous êtes handicapé, que vous avez un handicap. Imaginez tout ce que vous allez avoir à surmonter pour pouvoir vous présenter. Merci. Ça m'éclaire. Je me doutais de la réponse, mais c'est presque triste de l'entendre. J'aurais aimé s'entendre autre chose, mais voilà un autre défi auquel on doit faire face. Je ferme la parenthèse sur les ailes du pouvoir et j'en ouvre une autre sur la Fondation Femmes, Politique et Démocratie. Et je me demandais, comment fonctionne ce fonds-là? Est-ce qu'on parle d'un support monétaire pour les femmes? Est-ce qu'on parle d'un soutien, de formation, d'accompagnement ou l'ensemble de ces réponses? C'est ce qu'offre Fonds Femmes, Politique et Démocratie? Bien là, vous m'avez parce que
En fait, on a créé cette fondation-là pour le financement de nos propres activités, en fait, pour être capable d'offrir des activités de formation, de soutien, ce qu'on fait un peu. Parce que je vous avoue que le groupe, nous ne vivons que de subventions et une très petite partie des cotisations là, de l'adhésion, mais ce n'est pas avec 45 de membership par année que vous pensez qu'on peut, on peut payer une Clairement équipe. pas. Vraiment pas. Et la Fondation, bien, on est allé avec plein de bonne volonté, mais finalement, ça ne fonctionne pas vraiment. Il n'y a pas d'argent. En fait, cette fondation-là fait partie de Québec Philanthrope. En fait, au Ouais. moment de sa création, c'était la Fondation communautaire du Grand Québec. Elle est incorporée là-dedans. Et puis, il faudrait qu'on y mette vraiment beaucoup d'efforts. Ça nous prendrait des bénévoles qui se consacreraient uniquement au financement de notre organisation. Et puis, je vous dirais que ça n'a pas réellement fonctionné. On a connu des périodes d'austérité, entre autres, dans les années 2013-2014, il y a vraiment eu une période d'austérité. Il y a même des groupes féministes au Québec qui ont fermé leurs portes par manque de financement. Ça n'a pas été notre cas, mais je vous dirais qu'on est venu, on l'a envisagé. La situation s'est rétablie. Mais à l'heure actuelle, j'ai un peu d'inquiétude par rapport à l'avenir du groupe, entre autres, à cause justement des périodes d'austérité qui s'en viennent autant au fédéral qu'au provincial. Avec la situation financière des gouvernements à l'heure actuelle, les objectifs qui sont mis sur la défense et l'économie. Dernièrement, on nous annonçait qu'à Femmes et égalité des genres Canada, qui est le plus petit ministère, à ma connaissance, qui était auparavant un secrétariat de conditions féminines, mais sous Justin Trudeau, ils en ont fait un ministère, bravo pour cette affaire-là, mais il reste que 80% du financement du ministère n'a pas été reconduit à travers ces différents programmes. 80%. C'est énorme. C'est presque Qu'est-ce la qui reste? disparition. Bien, c'est ça. Qu'est-ce qui reste? Ça n'a pas de bon sens, là. Je veux dire, tous les groupes qui pouvaient profiter de financement de projets spécifiques, qu'est-ce qu'on va faire? Avec la fougue qui vous caractérise et qu'on sent bien dans cette interview, une venue d'une Esther Lapointe en politique active, c'est encore pensable? Non. Non, pas maintenant parce que, écoutez, j'avance en âge, puis je ne vous dirai pas mon âge, mais quand même, je pense que vous seriez surpris. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. L'énergie que vous dégagez ne trahit certainement pas votre âge, parce que moi, je vous y verrai encore, mais ça restera Mais votre choix. Je ne vais pas faire comme Joe Biden ou Donald Trump, là. Mais je ne pense pas que vous êtes là. Non, on n'entrera pas dans les comparaisons, mais très certainement, vous êtes pas Non, là. mais en termes d'âge, je m'approche de ça, là. Mais c'était vraiment un réel plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Merci de votre ouverture à nous faire prendre conscience. Je suis vraiment désolé par la Fondation parce que ça m'apparaissait une poignée intéressante par laquelle les hommes qui croient en la parité pourraient mettre l'épaule à la roue. Bien, vous savez qu'on a des hommes très intéressants et extrêmement soutenants sur notre conseil d'administration. Puis c'est juste qu'avec la petite équipe qu'on a, bien, dans le moment, je manque de temps pour m'occuper de ce volet-là, mais effectivement, on aurait besoin, puis c'est vrai. J'entends ce que vous dites, puis je pense que ça va valoir la peine d'y consacrer du temps pour y recruter, justement, entre autres, des bons recruteurs, des bons, comment on appelle ça, là, ceux qui se font des les campagnes gens qui font de les levées de financement. fonds, là. Oui, c'est ça, des campagnes Des ambassadeurs. Oui, des bons ambassadeurs. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Ça C'est m'a un fait plaisir de vous vraiment recevoir. plaisir. Merci, M. Aubin.